Voici parti pour notre deuxième cours de troisième, même de l'UE international. Donc, toujours sur le même format avec intervenant à distance. Et j'en profite pour remercier Muriel Mauguin, donc, qui va intervenir aujourd'hui pour cette conférence en droit public à l'INSHE1. Et donc, la partie de webinaire va être ouverte à d'autres personnes qui sont à distance. Alors, on a 47 inscrits également, assez nombreux. Ça va faire l'objet d'une captation, donc l'échange, enfin la partie webinaire sera en ligne après le cours d'aujourd'hui. Et je pense que c'est à peu près l'essentiel à vous dire maintenant. Peut-être juste représenter pour les gens de l'extérieur dans quel cas ça s'inscrit. Je te laisse faire. Bonjour à tous ceux qui nous envoient en ligne. Simplement pour recontextualiser un petit peu, cette série de webinaires intervient dans le cadre d'un cours qui est construit en partenariat entre l'Université de Lorraine et l'INSHE1. Cours qui porte sur les dynamiques internationales autour des questions de handicap. Donc là, cette année, on a choisi comme thématique la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. Là, on a toute une promo d'étudiants qui travaillent sur ces questions-là et qui vont notamment travailler autour d'une vidéo et de TD dédiée à des questions internationales. Donc, comme Jean-Philippe le disait tout à l'heure, on accueille avec plaisir Muriel Mauguin qui va nous parler aujourd'hui de la Convention et notamment de la portée juridique du texte. Muriel, je te laisse la main si tu veux. Donc, on a 1 heure tous ensemble pour 40 minutes de présentation, 20 minutes de questions-réponses pour ceux qui le souhaitent. Merci Loïc. Je n'ai pas la main pour le partage d'écran. Donc, quand tu pourras me la donner, je pourrai montrer le PowerPoint. Donc, bonjour à toutes et tous et merci d'avoir organisé cette série de webinaires. Comme elle s'inscrit dans le cadre d'un cours pour des masters, je vais vous faire un petit cours sur la Convention et je vous prie de m'en excuser si vous ne souhaitiez pas assister à un cours un vendredi après-midi. Mais je vais poser un peu, disons, le cadre juridique pour lancer ce webinaire. Donc, comme vous le savez, alors le PowerPoint est là. Tac. À partir de la diaporama. C'est bon, vous voyez le PowerPoint? C'est bon. Je vais remonter ça. Voilà. Comme vous le savez, la Convention constitue aujourd'hui le cadre universel pour toutes les politiques nationales relatives au handicap. Et c'est le premier instrument juridique de promotion des droits des personnes. Donc, je suis ravie de pouvoir vous la présenter aujourd'hui pour que vous puissiez également la promouvoir. Donc, cette convention, elle est remarquable à plus d'un titre. On va le voir tant pour son contenu que pour ses caractéristiques institutionnelles. Quelques éléments factuels. Tout d'abord, la Convention, elle a été adoptée le 13 décembre 2006 par l'Assemblée générale des Nations unies avec un protocole facultatif qui est mis en place pour permettre des enquêtes sur le terrain et des requêtes individuelles directement auprès des Nations unies. Cette convention, elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008, au jour de sa 100e signature. Et à l'heure actuelle, sont liés par la Convention 185 pays. Je voulais qu'elle soit remarquable, que ce soit la plus largement ratifiée, mais la Convention des droits de l'enfant a un peu plus de signataires. Et les derniers pays qui ont rejoint donc, la Convention, c'est la Guinée équatoriale en mars 2022 et l'Ouzbékistan et le Botswana en 2021. 100 États ont également ratifié le protocole additionnel. Et s'agissant de la France, comme vous le savez probablement, la Convention a été signée en 2007, le protocole en 2008, mais les deux instruments n'ont été ratifiés qu'en 2010 et sont donc en vigueur dans notre ordre juridique depuis. Et comme on le verra, en vertu du droit international, dès qu'un État a ratifié la Convention, il devient partie et se trouve alors juridiquement contraint de se conformer en principe à ces dispositions. Première question, à titre de préambule, pourquoi une convention de plus finalement quand on s'inscrit dans une démarche d'accès au droit commun, d'approche du handicap par le droit? On peut se demander pourquoi créer une convention avec des droits spécifiques. Donc, comme vous le savez,
Il existe de nombreux mécanismes de protection des droits de l'homme, français, européens, internationaux. La plupart des constitutions modernes s'ouvrent sur une déclaration des droits. Dans le cadre des organisations régionales, telles que l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe, les États ont ratifié de nombreux traités et conventions de protection des droits de l'homme qui peuvent être directement appliqués par les tribunaux nationaux. Pourquoi donc a-t-il été nécessaire de créer un instrument juridique spécifique pour les personnes handicapées? Dans le meilleur des mondes, évidemment, tous ces textes auraient dû suffire, mais on sait très bien qu'entre un texte et son application effective dans la vie des individus, il peut y avoir un écart extrêmement important. S'agissant des personnes handicapées, de surcroît, il existe, comme on va le voir, de nombreux obstacles susceptibles d'entraver la concrétisation des droits. Il y a donc un problème d'effectivité des instruments généralistes pour garantir les droits des personnes handicapées. Et puis, parmi les critères de discrimination énoncés, en fait, les premiers textes internationaux relatifs aux droits de l'homme ne faisaient pas référence au handicap ou à la santé et plaçaient donc les personnes handicapées dans une situation d'invisibilité pour les observateurs des droits de l'homme. Gérard Quinn, qui est actuellement le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, il rappelle que les personnes handicapées ont été longtemps des citoyens quasiment invisibles et que cette invisibilité était largement en cause dans le manque d'effectivité des instruments juridiques traditionnels pour garantir les droits des personnes handicapées. Le handicap, l'invalidité n'étaient traités par les gouvernements que sous l'angle de l'assistance, de la prévention, de la rééducation. Alors, l'opportunité de créer un dispositif spécifique pour les personnes handicapées a pu être discutée, justement, comme je vous le disais, si l'on considère que les personnes en situation de handicap sont d'abord des citoyens à part entière et qu'on doit promouvoir l'accès aux droits communs, on peut se poser la question de l'opportunité d'un tel texte. Donc ça a été notamment étudié au niveau des Nations Unies dans un rapport de 2002 qui s'appelle « L'utilisation actuelle et l'usage potentiel des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme dans la perspective de l'invalidité ». Et les auteurs, Gérard Quinn et Teresa Degener, je n'arrive jamais à le prononcer, sont arrivés à la conclusion qu'en fait, adopter une telle convention, c'était le seul moyen pour donner plus de visibilité à la question des droits des personnes handicapées. Et en outre, comme on va le voir, la convention, elle permet d'intégrer dans le corpus des droits de l'homme les évolutions conceptuelles relatives à la question du handicap et elle permet de consacrer l'approche du handicap par le droit. Donc, on va se pencher d'abord sur cette première notion, l'approche du handicap par le droit, notion que je trouve un petit peu énigmatique. Et donc, vous avez peut-être également entendu parler dans le cadre des observations du Comité des droits des personnes handicapées faites à la France en septembre 2021. Donc, l'approche du handicap par le droit, ça ne vise pas la mise en œuvre de droits spécifiques. Mais cette approche insiste en fait sur la nécessité de garantir la jouissance effective de tous les droits de l'homme sans discrimination. Personne aujourd'hui ne viendrait contester que les personnes handicapées sont titulaires des mêmes droits que tous les autres citoyens. Le problème, c'est que dans les faits, les États ont beaucoup de mal à assurer l'application effective de ces droits. Donc, comme vous voyez, un mot qui revient beaucoup, c'est le problème d'effectivité. Et comme vous le savez peut-être, la France n'est pas nécessairement le meilleur élève en la matière. Le Comité international des droits des personnes handicapées, dont je vous parlais à l'instant, a récemment rendu un verdict sévère sur la politique française relative au handicap. Du point de vue des Nations Unies, la France n'a pas encore intégré cette approche fondée sur les droits de l'homme, alors que si l'on regarde l'intitulé même de la loi 2502, on a l'impression qu'elle porte cette ambition, puisqu'elle s'appelle, son titre est « L'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté ». Donc, il faut croire qu'il ne suffit pas de proclamer des droits, évidemment, pour s'inscrire dans une démarche réellement respectueuse des droits humains.
Donc, selon l'approche du handicap par le droit, ce ne sont pas les incapacités des personnes qui s'opposent à l'effectivité des droits, mais ce sont tous les obstacles juridiques, sociaux, politiques, économiques, environnementaux qui entravent l'exercice de ces droits. Obstacles qui doivent donc être éliminés par les États qui deviennent responsables de l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. De nombreux obstacles sont susceptibles de limiter la participation sociale et l'accès aux droits des personnes handicapées. Comme le souligne le guide élaboré par Handicap International, en plus des obstacles physiques les plus évidents, l'approche fondée sur les droits porte l'accent sur les multiples obstacles sociaux, comportementaux et les stéréotypes qui induisent et entretiennent potentiellement l'exclusion des personnes handicapées. Donc, l'approche du handicap par le droit implique d'agir à ces différents niveaux, de mettre en place évidemment des lois, mais aussi des programmes d'action, d'agir sur les pratiques pour éliminer donc tous ces obstacles. Et ce que je voudrais souligner ici aussi, c'est qu'en fait, cette approche fondée sur les droits, elle n'est pas spécifique aux personnes en situation de handicap. Dans le cadre des Nations Unies, cette approche elle a d'abord été introduite dans le domaine de la coopération en matière de développement durant les années 90. Pour faire bref, en fait, face à l'échec des politiques de lutte contre la pauvreté, il y a une nouvelle méthodologie d'action qui est conçue et qui tend à placer les personnes comme des acteurs à part entière du développement plutôt que comme des objets d'aide programmés loin d'elles. Donc, les Nations Unies expliquent que l'action publique ne doit plus être conçue en termes de compensation, ça fait écho évidemment à la question du handicap, donc en termes de compensation ou d'assistanat, mais au regard de la mise en œuvre des droits fondamentaux. Donc, l'approche fondée sur les droits, c'est un cadre conceptuel et opérationnel qui doit permettre au pouvoir public de mieux cibler leur action au regard des droits des citoyens. Donc, c'est à la fois un objectif, mais c'est aussi un processus qui doit irriguer toutes les actions des agences onusiennes aux acteurs de terrain. Donc, tout le monde est impliqué. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme explique qu'il n'y a pas de recette universelle en matière d'approche fondée sur les droits de l'homme, mais qu'il existe un accord général sur quelques caractéristiques essentielles. Il explique par exemple que l'approche fondée sur les droits de l'homme s'emploie à renforcer les capacités d'action des personnes concernées et à les impliquer dans l'analyse de leurs besoins, dans l'élaboration des moyens à mettre en œuvre et dans l'affirmation de leurs droits. Donc, vous voyez, dans cette approche, la participation des personnes concernées est donc centrale. Ceci étant posé, revenons au texte de la Convention pour étudier un peu plus précisément son contenu. D'un point de vue matériel et en lien avec ce qu'on vient de dire, la Convention n'a rien de révolutionnaire dans la mesure où elle n'entend pas créer de nouveaux droits fondamentaux. Dans une approche pragmatique, elle réaffirme avant tout les droits déjà consacrés par les autres instruments généralistes afin de renforcer leur effectivité. Certes, certains articles se démarquent des instruments traditionnels de protection des droits et sont spécifiques à l'objectif de la Convention. L'article 9 sur l'accessibilité, l'article 12 sur la reconnaissance de la personnalité juridique et l'article 19 sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société. On n'aura malheureusement pas le droit d'étudier ces articles, mais au regard du programme des webinaires, je pense qu'ils seront au cœur des prochaines séances. Donc la Convention, elle impulse surtout une dynamique nouvelle, c'est aux États d'agir. Et comme le souligne le guide des Nations Unies sur la Convention, j'enfonce des portes ouvertes, la reconnaissance d'un droit est une chose, en garantir la jouissance en est une autre. Donc, plutôt que de découvrir de nouveaux droits, la Convention, en fait, elle explique le contenu des droits existants et surtout, elle précise ce qu'il est attendu des États qui doivent promouvoir, protéger et réaliser ces droits. Donc, si vous regardez le texte de la Convention, vous verrez que les articles sont extrêmement détaillés. Ce sont des articles qui sont beaucoup plus longs que dans les instruments
de promotion des droits traditionnels, parce que justement, on va expliquer comment on peut rendre effectifs ces droits pour des personnes qui rencontrent des obstacles. Donc, plutôt que de créer de nouveaux droits, la Convention, elle crée de nouvelles obligations pour les États en leur donnant une feuille de route visant le renforcement donc, de l'effectivité des droits et son évaluation. La Convention, elle part des définitions, des objectifs et des principes structurant le mécanisme de protection avant de préciser l'étendue des différents droits. Donc, s'agissant des définitions, la Convention, elle fait le choix de ne pas définir précisément la personne handicapée ou le handicap, et pas seulement parce qu'il a été difficile de trouver un consensus entre les États. Donc, l'article 1er dispose que par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Vous retrouverez toujours dans les articles de la Convention ces formules à la fin sur la base de l'égalité avec les autres. On peut considérer qu'il s'agit donc d'une définition qui est relativement ouverte, même si elle est encore plus ouverte dans sa version anglaise, puisque dans la version anglaise, on dit « Persons with disabilities include those who have long-term physical mental ». Et je vous épargne la suite. Donc, mais c'est vraiment encore plus ouvert. Et l'ouverture, elle transparaît également dans la présentation des barrières qui sont volontairement présentées de la façon la plus large possible. Et comme vous le voyez également, cette approche, elle peut être justifiée par le fait que le handicap est abordé comme une notion évolutive. Donc ça, c'est dans le préambule. Le deuxième point, la notion de handicap évolue. Pour rappel, c'est intéressant de comparer avec la loi 2502. La loi 2502 dispose, elle, que constituer un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Là, si les étudiants étaient soumis à l'évaluation, on pourrait leur demander de comparer ces deux définitions. Et si on regarde juste les mots utilisés, on se dit finalement, on retrouve aussi environnement, on a finalement deux définitions qui peuvent paraître assez proches. Et pourtant, ce n'est pas le cas et ce n'est pas ce qu'a considéré le Comité des droits des personnes handicapées. Puisque la définition qui est retenue ici, elle ne s'inscrit pas pleinement dans une approche environnementale du handicap. Et comme l'explique Jean-François Raveau, vraiment, je trouve ça éclairant la façon dont il commente cette définition. Il dit que le problème ne réside pas tant dans la terminologie utilisée que dans les prépositions et la syntaxe qui est contradictoire avec les définitions internationales et en particulier avec la notion d'interaction au cœur des conceptualisations modernes faisant des restrictions de participation le résultat d'une interaction entre une personne avec des incapacités et des barrières environnementales. Comme Jean-François Raveau l'explique, il dit voilà, la définition précise que le constituant handicap, donc la restriction, mais subit dans son environnement. Il dit que donc avec ce dans, ça devient une simple toile de fond, un contexte où l'environnement serait neutre et passif, alors qu'on voit la ligne suivante, en raison d'une altération. Donc c'est un choix de causalité qui, pour lui, bascule exclusivement du côté des limitations fonctionnelles et n'associe pas du tout l'environnement. Donc, comme le souligne Jean-François Raveau, cette conception, elle est à l'opposé de la notion d'interaction de la Convention, quels que soient les termes choisis. Et ce décalage entre la définition française du handicap retenue par la loi 2502 et l'approche environnementale du handicap, elle a bien été relevée par le Comité des droits
des personnes handicapées. On y reviendra peut-être dans la phase des questions. Pour revenir à la Convention, dans l'article 2 se trouve également définie la notion de discrimination, qui est omniprésente dans la Convention. On entend par discrimination fondée sur le handicap toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice sur la base de l'égalité avec les autres de tous les droits. Donc, dans ce texte, on ne retrouve pas la distinction qui est présente dans le droit français entre discrimination directe et discrimination indirecte. On voit que là, cette distinction, elle est remplacée par l'expression discrimination ayant pour objet ou pour effet de discriminer. Mais le résultat est le même, puisque cela veut dire que la Convention, elle n'exige pas d'intention de discriminer. Seul le résultat permet de constituer la discrimination. Et dans la vie quotidienne, on trouvera beaucoup plus, évidemment, de discrimination indirecte, où l'exclusion pour les personnes en situation de handicap sera liée à un manque d'anticipation, à un défaut de mise en place d'aménagement, par exemple. Donc, c'est extrêmement important qu'on puisse sanctionner ces discriminations indirectes. Et cette définition aussi, elle permet d'inclure la discrimination, ce qu'on appelle la discrimination par association, qui rend par exemple possible la protection des parents d'enfants handicapés contre les licenciements liés à leurs absences fréquentes. Donc ça, cette notion, c'est vraiment un pilier de la promotion des droits. Et s'agissant des personnes handicapées plus particulièrement, on peut considérer que c'est le premier levier pour l'accès aux droits communs. La Convention, elle définit également la notion d'aménagement raisonnable, qui est étroitement liée à cette notion de non-discrimination. Donc, la Convention précise qu'on entend par aménagement raisonnable les modifications, ajustements nécessaires et appropriés, n'imposant pas de charges disproportionnées ou indues à porter en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Cette notion-là, elle était déjà présente dans le droit de l'Union européenne et elle a été transposée d'ailleurs en droit français par la loi 2502 sous un vocable différent. Le législateur français n'a pas souhaité conserver cette notion d'aménagement raisonnable et lui a préféré la notion de mesure appropriée et qu'on a uniquement en droit français dans le domaine de l'emploi. Alors que dans la Convention, la notion d'aménagement raisonnable doit être présente dans tous les domaines. Cette notion, elle est à articuler avec la question de l'accessibilité. Et comme l'explique le Comité des droits des personnes handicapées, l'application des normes d'accessibilité peut ne pas suffire pour garantir l'accès des personnes qui présentent des handicaps rares, qui n'ont pas été pris en considération lors de l'élaboration des normes d'accessibilité, ou qui n'utilisent pas les modes, méthodes ou moyens offerts pour assurer l'accessibilité. Et dans tel cas, il peut être nécessaire de procéder à des aménagements raisonnables. Donc en fait, voilà, ce qui est intéressant dans la Convention, c'est qu'on entre par l'accessibilité et qu'évidemment, pour certaines situations, on va avoir également besoin de mettre en place des aménagements raisonnables. Alors que dans le système français, comme vous le savez peut-être, et surtout dans le domaine de l'éducation, on entre par la compensation et la question, en tout cas d'un point de vue juridique, la portée juridique de l'accessibilité est très très faible. Donc comme je vous le disais, à la différence du droit français, l'obligation d'aménagement raisonnable inscrite dans la Convention ne doit pas se limiter au champ de l'emploi, mais concerne tous les domaines de la vie d'une personne. Avant d'entrer dans l'énoncé des droits de la Convention, celle-ci trace d'abord les principes généraux qui devront guider leur mise en œuvre
dans toutes les situations rencontrées. Donc, il y a un article qui s'appelle « Les principes ». Ça peut un peu surprendre, on peut se dire, mais finalement, quelle est la différence entre des droits, enfin, déclaration de droits, déclaration de principes? Et ça, c'est une originalité de la Convention par rapport aux autres textes relatifs aux droits de l'homme. Et dans un guide de formation élaboré par le Haut Commissariat des droits de l'homme, de manière très pragmatique, il est rappelé que, en cas de doute sur la signification d'un article, il est bon de se reporter aux principes et de s'en inspirer. Ainsi, lors de la mise en place de services d'aide à la décision, les responsables devront avoir à l'esprit tous ces principes. Donc, c'est un guide à avoir constamment en tête dans toutes les situations. Alors, comme vous le voyez, ces principes généraux sont en premier lieu le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris de faire ses propres choix et de l'indépendance des personnes. Ça, c'est un principe vraiment qui marque la rupture avec les systèmes de prise en charge des personnes handicapées. Et comme on le disait tout à l'heure, hein, la liberté de faire ses propres choix, elle doit être attachée à la fois à l'article 12 sur la personnalité juridique et la capacité juridique et à l'article 19 sur l'autonomie de vie. Dans ces principes, on retrouve évidemment la non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la société, le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité, l'égalité des chances, donc, qui vient se substituer à la seule égalité formelle, et évidemment l'accessibilité, qu'on va retrouver également dans un article, là, en tant que droit, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Il serait évidemment intéressant de pouvoir discuter et commenter tous ces principes et de voir pourquoi le choix a été fait de se limiter ou justement d'avoir cette liste, mais nous n'aurons pas le temps aujourd'hui. Dans l'énonciation des droits, ensuite, la Convention, elle se présente comme un instrument moderne qui intègre les différentes générations des droits, c'est-à-dire à la fois les droits civils et politiques, comme les droits économiques, sociaux et culturels de façon indifférenciée. Alors, quand je dis de façon indifférenciée, il faut apporter une petite nuance, parce qu'il y a quand même une distinction qui est faite dans l'obligation de mise en œuvre de ces droits. Et ça, c'est dans l'article 4 sur les obligations des États. Cet article 4, il précise que dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État partie s'engage à agir au maximum des ressources dont il dispose et s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits sans préjudice des obligations énoncées dans la présente convention. Donc, vous le voyez dans les termes, il y a une application qu'on permet d'être progressive et en fonction des ressources s'agissant des droits économiques, sociaux et culturels. Donc ça, c'est par exemple un principe qui peut être avancé quand on débat de la question du coût de la politique du handicap. Voilà pour un panorama très rapide du contenu, enfin non, très rapide. Donc évidemment, la question essentielle, c'est de savoir si cette convention, qui est conçue pour assurer l'effectivité des droits, est-ce qu'elle est en mesure d'atteindre cet objectif. Donc, comme on va le voir, cette concrétisation, elle dépend évidemment du dispositif institutionnel dans lequel elle s'intègre. Deuxième partie d'exposé, davantage justement sur les caractéristiques institutionnelles de la Convention. D'un point de vue institutionnel, la Convention, elle présente deux caractéristiques originales. Elle a été ratifiée par l'Union européenne et elle est dotée d'un mécanisme de suivi et de contrôle qu'on peut qualifier de sophistiqué. Une première caractéristique, la ratification par l'Union européenne. Donc la convention, c'est ce qu'on appelle en fait un accord mixte. C'est un type de convention internationale qui permet l'adhésion d'organisations internationales régionales.
À ce titre, l'Union européenne a pu la ratifier. C'est même la première convention internationale à laquelle l'Union européenne est partie. Donc, cette originalité fait que les États membres de l'Union européenne peuvent se retrouver partis à double titre, donc directement ou indirectement par le biais de l'Union européenne. L'Union européenne, elle, en revanche, elle a choisi de ne pas ratifier le protocole qui est plus contraignant juridiquement, puisque certains États s'y sont opposés. Alors justement, cette double ratification, actuellement, tous les États membres de l'Union européenne ont ratifié la Convention. Les deux derniers États à avoir ratifié la Convention, ce sont les Pays-Bas en 2016 et l'Irlande en 2018. Et on peut être un peu surpris ou quand on regarde ces dates, on peut avoir tendance à porter un jugement en se disant mais pourquoi une ratification si tardive? En fait, la ratification tardive, elle ne signifie pas nécessairement que l'État en question est moins préoccupé que les autres par la question des droits des personnes handicapées. Au contraire, s'agissant des Pays-Bas, en fait, on peut se dire que cette ratification tardive, et s'agissant aussi, il y a d'autres États qui ont eu la même démarche en fait, de mener une étude d'impact extrêmement approfondie. Donc, ce sont des États plutôt qui ont une réflexion vraiment rigoureuse sur ce qu'implique la Convention pour l'État concerné. Et une ratification rapide, ça a pu être le cas pour la France, ça peut aussi signifier qu'on n'a pas bien pris la mesure de ce qui était dans ce texte. Donc, la ratification de la Convention par l'Union européenne, elle tend à une application plus cohérente de la Convention au niveau européen et en principe aussi, elle tend à une coopération accrue entre les États et l'Union européenne sur la question du handicap. D'un point de vue juridique, cette ratification, elle a aussi eu pour conséquence d'élargir la définition du handicap que la Cour de justice de l'Union européenne avait retenue dans un arrêt célèbre, l'arrêt Chacon-Navas de 2006. Donc, en l'occurrence, il s'agissait d'une affaire qui portait sur le licenciement d'une salariée pour raison de maladie de longue durée. Et dans l'affaire Chacon-Navas, la Cour définit le handicap dans le contexte de l'application de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et donc de l'interdiction de discrimination, mais en excluant la maladie. Et avec la définition qui est retenue par la Convention, en fait, ça permet au contraire d'inclure la maladie comme potentiel, enfin, comme pouvant être assimilée à une situation de handicap. Et donc, cette ratification va permettre d'élargir la définition du handicap retenue par le juge européen. Et ce qui est intéressant également avec la ratification de la Convention par l'Union européenne, c'est que du côté du juge européen, la Convention, elle est intégrée au corpus des normes qu'il va pouvoir mobiliser et ce qui va pouvoir avoir des conséquences pour les États par ricochet, comme on va le voir dans la dernière partie sur l'effet de la Convention, l'effet direct par le juge. Deuxième caractéristique institutionnelle, la Convention, elle met en place un dispositif de suivi qu'on peut qualifier de suivi décentralisé. Donc, la Convention, elle met en place tout un dispositif de surveillance de son application. Alors, c'est le cas pour la plupart des traités relatifs aux droits de l'homme, mais avec des modalités différentes. Celui qui est retenu par la Convention, en fait, il marque un glissement de paradigme au niveau structurel parce qu'il va mettre en place un contrôle décentralisé qui va être exercé donc à tous les niveaux. Ça, ce n'est pas vraiment une innovation de la Convention. Il y a la Convention internationale de lutte contre la torture qui a également le même système, mais qui a un intérêt puisque ça permet de repérer les différents intervenants du processus de suivi et de les impliquer dans le contrôle. En outre, la Convention, c'est le premier traité relatif aux droits de l'homme qui prévoit
dans son texte un rôle spécifique pour un mécanisme indépendant dans l'application d'un traité au niveau national. Donc en France, ce rôle il a été dévolu aux défenseurs des droits en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, avec la société civile et avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc, de façon pratique, on va distinguer deux niveaux en fait, de contrôle. Un suivi au niveau international qui passe par 3 procédures. Une procédure de rapport à soumettre au Comité des droits des personnes handicapées, qui est la principale instance internationale chargée du suivi de la Convention. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce mécanisme. La Convention, elle prévoit qu'un premier rapport doit être remis 2 ans après la ratification de la Convention, puis ensuite tous les 4 ans. Donc, pour rappel, la France a eu 4 ans de retard pour son premier rapport. Et en pratique, après, il y a un mécanisme de navette entre les États et le comité. Donc, il y a vraiment un dialogue constructif qui s'instaure où l'État doit présenter la façon dont il a mis en œuvre la Convention et le comité pose des questions. Donc, il y a une navette, réponse de l'État et au final, ces observations formulées et rendues publiques sur le site des Nations Unies. Donc, il n'y a pas de pouvoir de sanction du côté du comité des droits, mais des formulations qui sont publiques. Donc, c'est jamais très agréable pour un État de se voir épinglé en matière de droits de l'homme. Le protocole, comme je vous le disais tout à l'heure, il prévoit en outre un mécanisme de communication individuelle pour les personnes qui ont épuisé toutes les voies de recours dans leur pays. Et il prévoit aussi une procédure d'enquête. Si on regarde là, actuellement la base de données de la jurisprudence du comité, on constate qu'à ce jour, il y a eu 34 requêtes individuelles qui ont été soumises au comité. Parmi ces 34 requêtes, 9 concernent l'Australie, aucune la France. Alors, si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas juger, on ne peut pas se dire en regardant la base de jurisprudence, l'Australie est vraiment, il y a vraiment un problème de respect des droits de l'homme en Australie. En fait, ces résultats dépendent de l'activisme des personnes, des avocats, et j'ai l'impression, comme pour avoir fait ma petite enquête, qu'il y a quelques juristes australiens qui ont décidé de s'emparer de la Convention et de saisir le comité. Du côté des enquêtes, il y a 3 pays pour l'instant qui ont fait l'objet d'enquêtes. Le Royaume-Uni, suite aux mesures d'austérité en matière de protection sociale. Donc, ça a été le premier pays à faire l'objet d'enquête. L'Espagne, l'Espagne, c'est sur la base de l'article 24 relatif au droit à l'éducation, en raison de son système considéré comme ségrégatif. Et 3e pays, la Hongrie, là, cette fois, sur la base de l'article 12 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique. Donc, voilà pour le contrôle, le mécanisme de suivi au niveau international. Au niveau national, la Convention, elle repose également sur 3 mécanismes de suivi qui sont prévus par l'article 33. La création de points de contact. Donc ça, c'est l'idée de désigner des relais gouvernementaux et administratifs pour les questions relatives au handicap et pour la mise en œuvre de la Convention, puisque le handicap est une question transversale. Ce sujet ne doit évidemment pas être attaché au seul ministère de la Santé ou de la Famille, mais être abordé comme une question transversale qui concerne tous les domaines d'action. Donc en France, actuellement, ce système de points de contact, il passe par des hauts fonctionnaires à l'inclusion et au handicap qui ont été mis en place en 2018. Les formules font que, de toute façon, laissent la liberté aux différents États de choisir les modalités de mise en œuvre. L'article 33, il incite aussi les États à mettre en place un dispositif de coordination entre ces différents acteurs. Deuxième mécanisme au niveau national, c'est la mise en place d'un dispositif indépendant de contrôle
et ça, c'est vraiment évidemment essentiel, cette dimension d'indépendance. La Convention, elle précise juste que l'entité choisie devra répondre à cette exigence selon les critères de Paris qui énoncent les exigences institutionnelles fondamentales pour qu'une organisation puisse être considérée comme une institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Et troisième point, dans ce mécanisme de suivi au niveau national, c'est la participation de la société civile, qui est prévue à l'alinéa 3 de l'article 33, donc qui implique que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent soient directement associées aux activités de suivi et d'application menées conformément donc à cet article. Cette exigence, ça correspond bien évidemment au principe directeur de la Convention, qui est le principe de la participation des personnes concernées. Et là aussi, c'est un des points qui a été relevé par le Comité des droits des personnes handicapées, s'agissant de la France, puisque dans les observations faites à la France en septembre 2021, le comité explique que le fait que le droit français assimile les associations de prestataires et de gestionnaires de services aux organisations de personnes handicapées complique le passage effectif d'un système de prise en charge médicale en institution à un modèle de vie autonome et d'inclusion dans la société. Ça, on y reviendra aussi peut-être au stade des questions. Pour finir sur ces caractéristiques institutionnelles, je voulais souligner aussi que la Convention, elle participe à la promotion de la recherche dans le domaine du handicap. Et dans cet objectif, l'article 31 sur les statistiques et collecte de données précise que les États parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherche qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la présente convention. Donc, la question du handicap doit avoir le plus de visibilité possible. Et ça aussi, cette question des statistiques, c'est un des points un peu défaillants s'agissant de la France, qui a notamment été relevé par le défenseur des droits. Pour finir, la question de l'effet juridique de la Convention. Donc, comme je le disais en introduction, en ratifiant la Convention, les États ils s'engagent à en respecter le contenu et à mettre en œuvre les principes et les droits consacrés. Donc, s'agissant du droit français, la Constitution de la Ve République, elle précise dans son article 55 que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Donc la Convention, c'est un instrument contraignant, intégré dans notre ordre juridique, qui, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, s'impose à tous les textes de rang inférieur. Donc, une petite diapositive sur la hiérarchie des normes. Vous voyez que les engagements internationaux se trouvent dans la hiérarchie des normes, sous la Constitution, mais au-dessus de la loi. Donc la Convention, c'est une partie intégrante du droit français et elle, comme on l'a vu aussi maintenant, elle est intégrée aussi dans le droit européen qui s'impose à la France. Donc elle devrait irradier tout notre ordre juridique et la jurisprudence. Donc, la question qui se pose, c'est finalement, si les autorités françaises ne respectent pas les droits qui sont consacrés par la Convention, que peut-on faire? Est-ce qu'une personne peut invoquer la Convention devant le juge français, s'appuyer directement sur ces dispositions? Est-ce que le juge français considère qu'elle est directement applicable? Alors, s'agissant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il y a eu une étude justement de cet effet qui a été confiée par le défenseur des droits à un magistrat de la Cour de cassation, le juge Blattman. Alors, pourquoi confier l'étude de la Convention à un juge? En fait, c'était pour ne pas reproduire le précédent vécu avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour cette convention qui avait été ratifiée par la France en 1990, il a fallu attendre 2005 pour que la Cour de cassation reconnaisse l'applicabilité directe de certaines de ces dispositions.
Donc jusque-là, la Cour de cassation, s'agissant de la Convention des droits de l'enfant, considérait que les dispositions ne créaient d'obligation qu'à l'égard des États et que ces dispositions ne pouvaient pas être appliquées directement devant les juridictions internes. Donc l'idée du défenseur des droits pour la Convention des droits des personnes handicapées, c'était d'avoir une étude très détaillée de la Convention et de la jurisprudence dans le champ du handicap pour permettre éventuellement une application plus rapide de la Convention devant les tribunaux. Donc, c'est un rapport qui fait entre 350 et 400 pages, extrêmement intéressant, et qui montre qu'en fonction de la formulation des différentes dispositions dans les articles, on peut considérer que l'effet juridique il est variable. Donc, il y a une distinction entre 3 effets possibles, l'effet direct, l'effet par ricochet et l'effet à titre de normes d'interprétation. L'effet direct, donc certaines dispositions de la Convention peuvent avoir un effet direct devant le juge. Le rapport du juge Blattman rappelle que les stipulations d'une convention ne sont d'effet direct, c'est-à-dire directement applicables devant le juge, que si elles sont suffisamment précises et inconditionnelles, si elles ont pour objet de garantir des droits au profit des particuliers et de ne pas nécessiter des mesures complémentaires de l'État pour produire des effets à l'égard des particuliers. Donc, c'est la première catégorie. Autre catégorie, effet par ricochet. Donc, certaines dispositions peuvent avoir un effet par ricochet. C'est le cas, en fait, quand elles ont déjà été reprises par le juge européen dans sa jurisprudence et qu'en fait, ensuite, ça va pouvoir s'imposer au juge français. Et enfin, à minima, les dispositions de la Convention, elles peuvent servir de normes d'interprétation au juge lorsqu'il examine les textes français. Alors, c'est sur ce point-là qu'on va terminer. Et ça me pose toujours problème de terminer finalement sur un point un peu faible, parce que si on regarde le rapport du juge Blattman, en fait, il y a très peu de dispositions de la Convention qui sont considérées par le juge Blattman comme pouvant être d'effet direct. Et finalement, et on en discutait avec Elisa Rojas, que vous aurez dans cette série de webinaires, moi je considérais que finalement c'était un peu tirer une balle dans le pied avec le rapport Blattman, parce que même si ce n'est pas figé, le fait de considérer qu'il y a bien peu de dispositions qui peuvent être directement invocables, ça n'engage quand même peut-être pas à utiliser la Convention dans le cadre des contentieux. Mais justement, comme ce n'est pas figé, il faut se dire qu'il reste à engager une dynamique à ce niveau-là. Pour l'instant, quand la Convention a été invoquée, le juge a considéré qu'il n'y avait pas d'effet direct. Donc en 2018, notamment, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur l'invocabilité de dispositions de la Convention dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté introduisant la notion de solution d'effets équivalents en matière d'accessibilité. Et comme je vous le disais, donc, ça concernait les articles 4 et 9 de la Convention. Il a considéré que ces stipulations nécessitaient l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Et donc, le juge a considéré que ces dispositions, elles avaient pour objet exclusif de régir les relations entre États. Ce qui veut dire que la diffusion de la Convention, elle sera progressive et elle implique également que les professionnels de justice, les juges, les avocats, soient formés dans ce domaine et se familiarisent avec son contenu. Et d'ailleurs, le rapport Blattman souligne que l'effectivité des protections instituées par la Convention passe par leur invocation devant les tribunaux et leur prise en compte par ceux-ci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y a des États dans lesquels on a peut-être une culture plus forte de l'activisme juridique en matière de droits des personnes handicapées. Donc, comme en Australie, si on regarde les requêtes individuelles transmises au comité des droits. Donc, dans tous les cas, si la Convention n'est pas respectée, elle permet au moins de garder la question des droits des personnes handicapées sur le devant de la scène. Et comme je vous le disais, la Convention, en fait, elle demande qu'à être activée davantage.
et notamment par les acteurs de terrain et les professionnels de justice. Et en cela, c'est pour ça que j'étais ravie d'intervenir sur ce sujet, la formation, c'est vraiment un des outils principaux de transformation des références et des pratiques. Donc, il faut vous emparer de ce texte, de cette convention et des droits qui y sont consacrés. Je vous remercie. Merci.